Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est le premier débat CCN que nous avons choisi un certain nombre d'interlocuteurs qui seront avec nous, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Avant, on va faire un petit tour sur l'actualité très rapidement. Plus tard, on aura bien sûr Monsieur Alex Bandou, qui est secrétaire général de l'UPG. Avec lui, on fait un petit point sur l'agriculture et les problèmes agricoles qui se posent en Guadeloupe depuis la dernière récolte, savoir un peu exactement si les choses se mettent en place. Nini Cellini, entomologie, sera avec nous. On va terminer avec Aline. Rapidement, les titres de l'actu avec Iman News. Oui, bonjour à tous. Au niveau de l'actualité, nous allons parler d'un micro-trottoir. On vous a posé la question de ce que vous pensiez de ce nouveau gouvernement. Êtes-vous satisfait? On parlera ensuite avec le Sinoval de traitement des déchets. Il sera ensuite question du jardin partagé. Donc l'inauguration s'est déroulée sur la commune de Sainte-Anne à French. On fera un petit retour sur les journées du patrimoine à Petit-Bourg avec la découverte des objets d'antan. Ensuite, on aura un sujet de Maurice Cessé concernant la passation de pouvoir au ministère des Outre-mer. Et on reviendra sur Basse-Terre avec les élus qui réagissent face à l'insécurité. Voilà, bien, je vous l'ai dit, on va débuter aujourd'hui avec un débat, le premier de la série, puisque désormais, il y aura au moins un débat par mois organisé dans le ZCL avec CCN. Comment ça se passe? Eh bien, on demande à des contributeurs de rédiger un article sur un sujet. Le sujet choisi, c'était quel avenir pour la Guadeloupe dans la situation actuelle de la France, une France sans gouvernement ou avec un gouvernement un petit peu boiteux, puisqu'on sait déjà le résultat. Mais à l'époque qu'on a écrit, cet article avait été écrit par nos deux contributeurs. Je veux saluer Christelle Lano, bonjour. Bonjour Danick, bonjour aux téléspectateurs. Elle est autrice d'un ouvrage qui a eu un bon succès, Le rêve guadeloupéen. Merci. Et Éric Coriolan, bien sûr, qu'on connaît, très actif sur les réseaux sociaux, aussi leader de Sentinelle Guadeloupe. Et puis nous avons avec nous au téléphone depuis Paris, Georges Combé. Je ne sais pas s'il nous entend déjà. Il nous entend déjà. Oui, Georges Combé, bonjour. Oui, bonjour Danick, on va t'entendre bien. Alors, est-ce que tu peux augmenter le son? J'ai des difficultés à t'entendre. D'accord, ou bien mettez qu'à ça. Georges Combé, qui est professeur de philosophie retraité, mais qui est aussi le fondateur des études guadeloupéennes. C'est un ouvrage, enfin, c'est une série d'ouvrages, c'est une revue universitaire, intellectuelle, mais aussi du débat politique. Et c'est dans cette revue qui a été publié pour la première fois il y a de ça quelques années, c'est en 1994, le fameux texte de Raoul Servat sur le sens du pays, terme qui est devenu pratiquement un terme symbolique en Guadeloupe. Voilà un petit peu le contexte. Alors, bien évidemment, quand on vous pose la question à vous, quel avenir pour la Guadeloupe? Bien sûr, vous n'êtes pas des médiums ni des voyants, mais enfin, quand on examine un peu ce qui se passe en Guadeloupe depuis quelque temps, la question qui se pose, puisqu'il y a eu un débat autour du Congrès, un Congrès qui a abouti un petit peu avant la disparition, on peut dire, de l'Assemblée nationale française. Après, il y a eu des élections. Ces élections ont donné un résultat qui n'a pas été appliqué par le gouvernement. Et aujourd'hui, on a un nouveau Premier ministre français, Michel Barnier. Les Français ont un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Comment, Christiane Lano, vous voyez un petit peu la situation de la Guadeloupe au travers de tout cela? La situation de la Guadeloupe, elle est assez complexe en fait parce que nous sommes effectivement guadeloupéens mais aussi français. Donc avec cette double casquette, forcément, ce qui se passe en France hexagonale, ça nous importe et ça nous intéresse parce que ça aura forcément un impact chez nous. Et en même temps, on a des problématiques très locales qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qui sont rencontrées au niveau de l'Hexagone et pour lesquelles on n'a pas rencontré des solutions sur notre territoire. Donc on est entre deux feux continuellement, à savoir qu'est-ce qui est le plus important, où sont les urgences, qu'est-ce qu'il y a à faire et avec quels moyens les faire, avec quels partenaires les réaliser également. Et ces nombreuses questions qui ne trouvent pas encore forcément de réponse pour tous les sujets, eh bien, créent beaucoup de tensions. Encore maintenant, on parle de vie chère, on a des barrages encore qui se sont faits aujourd'hui, potentiellement sur cette question, on ne sait pas exactement, mais ça prouve qu'il y a une grosse instabilité sur notre territoire, aussi bien sociale que sécuritaire, qu'économique, et avec cette boule de problématiques pour lesquelles il n'y a pas de solutions qui sont mises sur la table.
C'est vrai que c'est assez compliqué de se poser la question à savoir qu'est-ce que pourrait être notre avenir et quelle importance et quelle incidence le nouveau gouvernement qui a été installé pourrait avoir. En tout cas, on sait que c'est de la droite maintenant, donc du coup, pour ça, on connaît déjà. Est-ce qu'elle sera beaucoup plus extrême que d'habitude? À voir, puisque vu certains visages au sein du gouvernement, on pourrait le penser, et certains discours aussi, surtout celui du ministre de l'Intérieur. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes et très peu de, comment dire, d'optimisme aussi, je trouve, au sein de la société. Mais c'est difficile d'en avoir lorsqu'on n'est pas sûr de qui va faire quoi, comment et pour quel résultat. Alors, dans l'article que vous avez écrit, Eric Coriolan, vous dites je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus, éternelle. Explication. Oui, bonsoir Danick Zandronis, bonsoir à Christelle Nanor et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal+. Et Georges qui est à Paris. Et Georges, bien entendu, on va oublier. Bonsoir Georges. Oui, c'était une question. Oui. Est-ce qu'on va être éternellement dans cette espèce de je t'aime moi non plus? Parce qu'on sait, et tous les événements historiques de la Guadeloupe montrent qu'il y a une défiance permanente et qui est grandissante même d'ailleurs entre la position française ici et ce pays, la Guadeloupe. Donc il faut, à mon avis, aujourd'hui évoluer. Il est clair que la départementalisation a montré ses limites et a échoué. Alors on peut faire un peu d'histoire. En 1946, lorsque la départementalisation est proposée, est imposée, puisqu'ils n'ont pas voté à l'époque pour choisir la départementalisation. Ce sont certains nombres de politiques des Antilles qui ont opté pour cela. Eh bien, lorsque ça a été proposé, c'était pour la France une astuce pour sortir de cette disposition de l'ONU qui faisait de la Guadeloupe une terre à décoloniser. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter les organisations qui se battent pour cette réinscription sur la liste des territoires français qui doivent être soumis à la décolonisation. Aujourd'hui, après cette départementalisation, on se rend compte que c'est un échec total, un échec social, un échec économique, un échec sociétal. Tous les 3 ans, on va dire, pour prendre un large créneau, un large cycle, il y a forcément un mouvement qui se crée dans ces territoires. Si ça n'est pas la Guadeloupe, c'est la Réunion. C'est pas la Réunion, c'est la Martinique. Là, en ce moment, c'est la Martinique. Ça va peut-être déborder ici. Il y a la Kanaki aussi. La Kanaki qui est permanente parce que là, c'est encore plus compliqué. Réunion, etc., oui. Donc, en permanence, c'est entre guillemets territoire français, lointain de ce qu'ils appellent la métropole, pose problème. Et par conséquent, aujourd'hui, on ne peut plus, et des voix intellectuelles s'élèvent en France aujourd'hui pour dire que la France n'est pas en capacité d'apporter ni le bonheur, ni l'argent, ni l'économie à ces pays-là. Donc il faut, nous, ici, que nous décidions de cette rupture. Il ne faut pas avoir peur des mots. Moi, je n'ai pas toujours été sous cette position. Je suis de plus en plus conscient et partisan d'une rupture. Alors, une rupture intelligente, mais pas une rupture à la condition de la France qu'on voit aujourd'hui. Je pense que tout ce remue-ménage que font les collectivités aujourd'hui, les congrès et tout, s'inscrivent dans un calendrier français. Et nous devons l'éviter. Nous sommes suffisamment formés, suffisamment intelligents pour proposer quelque chose qui vient de nous et réinscrire dans ce processus une accession à la souveraineté de la Guadeloupe, pas immédiatement, ça n'est pas un combat quotidien qui va être fait dans les heures, les jours qui viennent, mais la France ne peut pas vous dire, mais puisque vous n'êtes pas content, gérez, vous-même trouvez les moyens de gérer, parce que là, vous voyez du autonomie, ça veut dire chercher l'argent pour gérer, hein. Grosso modo, c'est-à-dire la France, c'est une mesure économique. Et ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de personnes qui sont patriotes tombent, entre guillemets, dans ce panneau. Des gens comme par exemple le PDG, j'entendais Madame Péomal hier soir, quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect, et qui sont à la suite de Monsieur Losbar aujourd'hui dans une espèce de... Alors, ils appellent ça aujourd'hui autonomie normative. C'est le nouveau mot, l'autonomie normative. Qu'est-ce que c'est que ça? En nous, CISE, prendre des dispositions et proposer à la France, calendrier nous, avec disposition nous. Alors, ok, si on veut faire évoluer le statut, mais inscrire dans cette évolution une norme de décolonisation. La France fait partie des pays qui ont cité la charte de la décolonisation des pays. Donc, qui ne peut pas signer, puisqu'avant 1946, c'était prévu. La départementalisation a été faite pour ça,
pour l'enlever de cette charte-là. Et au-delà, ou pareil ici, puisque bon, c'est des crises, c'est pouvoir d'achat, c'est chômage, c'est toute espèce de choses qui s'installent ici. La France est en incapacité de gérer ces territoires-là. Alors, ça réussit pour un petit nombre, effectivement, mais la grosse masse de la population souffre énormément. Donc, moi, je dis qu'il faut, en toute intelligence, aujourd'hui, proposer à la France notre calendrier avec nos conditions et pour sortir de ce marasme qui est la seule solution pour que la Guadeloupe puisse. Georges Combé, vous nous entendez? Oui. Alors, vous avez écrit dans CCN l'exigence de se prendre en main. Alors, je vous demande aussi l'explication. Comment se prendre en main? On vient d'entendre ce que disait tout à l'heure Éric Coriolan. Cette exigence de se prendre en main va jusqu'où? Alors, je commencerai d'abord par saluer les différents intervenants, donc Madame Nanor et Éric Coriolan, d'accord. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation de clair-obscur. Obscur, ça veut dire que la situation est dans une sorte de mélange, de marasme. Le gouvernement ne sait plus quelle voie suivre. Donc, nous sommes enfoncés dans une crise ici en Guadeloupe, dont on voit les derniers soubresauts avec ce qui se passe à Sainte-Rose et ailleurs. En France, la crise politique, elle est actée, malgré les soubresauts, le gouvernement fait à la hâte bricoler. Donc, la situation est confuse, on est dans l'incertitude et on est dans l'imprévu. Mais cette obscurité, cette situation difficile clarifie les choses. Parce que jusqu'à maintenant, depuis la départementalisation, le gouvernement se contentait de mettre en quelque sorte des cotères sur des jambes de bois, de prendre des mesures cosmétiques. On faisait des petits époques, on faisait des annonces, on faisait des annonces auxquelles les représentants politiques locaux en lesquels ils avaient une certaine confiance. Ils disaient oui, ben, le gouvernement fera ceci, fera cela, etc. Bon, là, les choses sont arrivées en quelque sorte dans un point de rupture. 9 ou 8 ministres des DOM en combien de temps? En 7 ans. Bon, donc il y a vraiment une impasse. Donc cette impasse clarifie la situation. Elle exige justement qu'on mette un terme à la départementalisation, assimilation, c'est-à-dire à ce que Varolster va appeler la colonie départementalisée. Et elle exige de nous, puisqu'on voit que le gouvernement, les différents gouvernements ne peuvent pas faire grand-chose, que les Guadeloupéens cessent d'être dans une position attentive, et décident véritablement de prendre en main leur situation, c'est-à-dire d'avoir la main sur leur destin. Mais alors, Georges Combé, ça signifie quoi? Autonomie ou indépendance pour vous? Alors, ça signifie qu'on acte la fin de la départementalisation, qu'on rentre dans un processus, de pouvoir politique aux Guadeloupéens. Et là, il s'agira, dans le cadre de la situation actuelle, en tenant compte de la situation concrète, de définir les modalités de cette prise en main politique. Est-ce que ça doit suivre un processus? Quels sont les éléments de pouvoir politique que l'on mettra en place ici? Donc, ça veut dire qu'on rentre dans un processus de négociation avec l'État français. Et pour cela, il faut que les Guadeloupéens soient organisés, mais il faut aussi que les forces vives de ce pays soient mobilisées. Il ne s'agit pas de prendre quelques experts ici, là, faire des petits dossiers à envoyer à Paris. Il faut qu'il y ait une véritable mobilisation populaire pour que se décide en négociation avec l'État français la mise en œuvre, la mise en place de pouvoirs politiques guadeloupéens. D'accord. Une question. Oui, alors j'ai une question pour M. Coriolan. Vous parlez de rupture
rupture entre la Guadeloupe et la France. Est-ce que la majorité de la population, c'est ma première question, est favorable à cette rupture? Et du coup, quels seraient les prérequis pour amorcer cette rupture de la meilleure façon? Alors, est-ce que la majorité de la population est d'accord pour cette rupture? Je peux renvoyer à 1946, c'est ce qu'on a consulté la population pour accéder à la départementalisation. Il est clair aujourd'hui que toutes les études, et même aux élections et même dans la rue, lorsqu'on croise les Guadeloupéens, ils sont assez opposés, verbalement en tout cas, à une évolution, parce qu'ils n'ont pas confiance en leur classe politique. Moi, j'estime que ce processus doit passer par deux phases. La phase que j'appelle au renouvellement de la classe politique. Ça va être long, mais il faut absolument petit à petit remplacer cette classe politique par des gens nouveaux qui pensent autrement, qui ne sont pas dans les démarches de la classe politique française, du système politique français, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, cette autonomie-là qui est proposée, qui est débattue au Congrès, c'est la feuille de route aujourd'hui de la Macronie. Et alors, je ne vais pas développer techniquement ici, mais c'est la feuille de route d'encore plus haut. C'est le World Forum économique, c'est Davos, c'est cette espèce de ruissellement de la mondialisation qui passe par la France et que M. Losbar et ses acolytes veulent imposer ici. On a deux problèmes avec ce qu'on appelle les patriotes guadeloupéens. C'est qu'il y en a qui sont, ça n'est pas une critique et ça n'est pas dire du mal d'eux, qui sont en fin de... je ne vais pas dire de vie, mais en fin de vie politique et qui veulent absolument avoir quelque chose avant leur disparition. Et ça n'est pas bon pour le pays. Ça n'est pas bon pour le pays, ça n'est pas responsable. Il y a une deuxième partie parmi les gens qui sont ce que j'appelle pratiquement shootés par l'autonomine, qui est une véritable drogue pour certains, qui consiste à garder la main parce qu'ils font partie de ce qu'ils considèrent être l'élite guadeloupéenne et garder ce système comme il existe aujourd'hui. Il y a 3 jours, je parlais d'une petite mafia qui sévit dans ce pays. Garder la main et continuer de faire leurs petites affaires. Donc, ce que vous dites, c'est que le système profite à tout le monde, en fait, d'une certaine façon. À un certain nombre. Et à un petit nombre. Sauf que la grosse masse de la Guadeloupéenne qui souffre, les petits jeunes qui sont sur les blocs, les gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui n'osent même pas descendre dans la rue parce que ça ne prend pas en Guadeloupe la vie chère, parce qu'ils sont dans la résilience. Tous ces gens-là sont oubliés par tous ceux qui parlent d'autonomie là aujourd'hui. C'est un calendrier macroniste qu'on veut imposer et des gens comme moi en tout cas seront en face de ce calendrier-là. Nous disons qu'il faut faire de la pédagogie, convaincre les Guadeloupéens. Alors, tous les patriotes guadeloupéens ne sont pas dans cet objectif-là, mais c'est par la modification politique, un rapport de force dans la rue pour ce qu'ils font, mais également au niveau électoral, pour remplacer petit à petit cette classe politique et ne pas se contenter de se réunir en grand-messe au conseil régional, au conseil départemental, en congrès, pour appliquer les décisions qui sont prises à Paris et nous les faire avaler comme des évolutions. Ça n'est pas une évolution, c'est une régression, parce que l'autonomie qui est proposée aujourd'hui va nous faire reculer et nos enfants n'auront même pas le choix dans 50 ans. Parce que regardons ce qui se passe en Kanaki. C'est-à-dire que la France a trompé les indépendantistes kanaks. Lorsqu'on leur a proposé de plonger dans l'économie, on leur a donné un statut spécial. Un statut spécial, certainement, mais il y a point qu'à s'attaquer l'économie, il a plongé dans le nickel, et on a oublié toute une partie de la population. Et entre-temps, une chose qui n'avait pas été négociée, et je dis que dans ce processus, je suis prêt à négocier, enfin moi, si j'étais dans la classe politique guadeloupéenne au pouvoir et en responsabilité, on peut tout négocier avec la France, mais à condition d'inclure un calendrier et une date pour que nos descendants, nos enfants puissent décider en toute conscience du fait que la Guadeloupe reste dans ce système-là ou pas. Mais ça doit être inscrit aujourd'hui avec des conditions pour qu'on ne se retrouve pas dans le cadre de la Kanaki où il y aurait un grand remplacement. Parce que l'autonomie aujourd'hui ne prévoit pas des mesures sur l'immigration française, par exemple, en Guadeloupe. L'autonomie ne prévoit pas, enfin celle de Losbar, là, ne prévoit pas non plus qu'on ait accès au foncier qui est en train de disparaître au profit d'un certain nombre de groupes métropolitains. Donc tous ces points-là doivent être inclus avec un calendrier très clair pour une accession à la souveraineté guadeloupéenne dans 50 ans. Je ne dis pas que ce n'est pas un combat immédiat, mais philosophiquement aujourd'hui, et beaucoup de gens le sont plus qu'on ne le pense, disposés à débattre de ces choses-là. Nous pas dit demain matin, nous signons charte d'indépendance. Nous disons qu'il faut les conditions pour que nos enfants puissent choisir en toute quiétude
du maintien ou pas de la Guadeloupe dans la France, parce que manifestement, c'est un échec jusqu'à aujourd'hui. Michel Lano, dans votre livre Le rêve guadeloupéen, bon, vous avez fait un petit peu le bilan de la situation, mais vous n'arrivez pas réellement à une solution ni immédiate ni lointaine. Vous examinez les différents pôles, les différentes situations. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé, parce qu'entre le moment où votre livre a été publié et aujourd'hui, la situation a déjà évolué. Alors, la situation n'a pas tant évolué que ça, puisque dans mon livre, je propose carrément une évolution institutionnelle et statutaire. Dans le cadre français ? Oui, mais justement, ça rejoint un peu ce qu'Éric a dit tout à l'heure. J'ai presque l'impression qu'il a lu, il va me faire la confidence peut-être tout à l'heure, mais dans cette proposition, effectivement, ce n'est pas une question seulement de juste sortir de la France. Et je tiens à le préciser, à le rappeler, le titre du livre, c'est pas juste le rêve guadeloupéen, c'est le rêve guadeloupéen vers un meilleur avenir. Parce que j'estime que ce que j'ai écrit dedans, ce n'est qu'un chemin, une proposition d'un chemin. Et c'est pas une destination, c'est pas l'arrivée qui est là. C'est comment est-ce qu'on fait. C'est une route, une proposition de chemin pour aller vers cet avenir que nous ou nos générations suivantes vont choisir. Ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que j'ai écrit dans le livre, surtout sur la partie de l'évolution institutionnelle et statutaire, consiste à dire que nous devons avoir un statut qui nous permette non seulement de prendre des décisions, d'avoir la liberté d'exploiter notre territoire, qu'il soit terrestre, qu'il soit sous terre, qu'il soit dans la mer et également sous l'eau. On doit également avoir comme la consultation de la population, et d'ailleurs je propose un calendrier sous cette consultation de la population afin de lui demander si elle a envie de continuer sur ce statut, si elle a envie d'avoir un autre statut, lequel. Donc du coup, il n'y a pas aujourd'hui de fait en soi. Aujourd'hui, le gros problème de notre territoire, clairement, c'est qu'il n'y a pas de propositions qui sont faites. Bon, moi, j'ai fait une proposition concrète, une proposition aboutie, une proposition que l'on comprend, une proposition qui est diffusée et partagée à l'ensemble de la population afin de se dire est-ce qu'on peut soutenir cette proposition ou pas. On a effectivement le dernier congrès avec quelques résolutions. C'est pas ça qui va résoudre nos différents problèmes. On ne parle pas de fichiers, on ne parle pas d'accession aux terres, on ne parle pas de travail, on ne parle pas de chômage, enfin les termes, l'eau non plus, les thématiques qui sont très problématiques, les plus gros problèmes que nous avons aujourd'hui en Guadeloupe, avec ce qui a été mis sur la table et proposé, c'est-à-dire principalement une révision normative, c'est pas suffisant. Il faut plus de pouvoir de décision, il faut aussi plus de fiscalité autonome, il faut qu'on ait les moyens de financer nos ambitions et pas d'attendre continuellement que la France décide. De la classe politique. Oui, bien sûr, c'est obligatoire de passer par là, parce que sans vouloir être critique de nos politiques, ils sont entrés dans un système qui a été créé d'une certaine manière. C'est soit tu t'adaptes au système, ou soit tu rassembles suffisamment pour pouvoir porter une nouvelle proposition. Sauf que quand on n'est pas un visionnaire et qu'on est une personne qui connaît et maîtrise justement le système tel qu'il est conçu et qu'on a l'habitude de noyer dedans, eh bien, du coup, on ne voit plus ce qu'il faut porter, ce qu'il faut proposer pour changer. Donc, on a beaucoup de politiques qui sont parfois là depuis entre guillemets, un peu trop longtemps, qui connaissent trop bien les lois et donc qui connaissent trop bien le fonctionnement aujourd'hui pour être en capacité de sortir de ce fonctionnement et de proposer autre chose. Donc, il faut du sang neuf, il faut de nouvelles réflexions, il faut de nouvelles ambitions également pour le territoire. Et toujours, moi, c'est ce que j'ai fait avec la rédaction de ce livre et dans cette partie sur l'évolution institutionnelle et statutaire, j'ai laissé des portes et des fenêtres ouvertes pour que rien ne soit figé, c'est-à-dire que sans avoir besoin de consulter la France hexagonale, sans avoir besoin de demander tant pis souple ou la quelconque autorisation, les élus pourraient se rassembler ensemble et modifier eux-mêmes sur des points qui les importent, eh bien, le cadre statutaire et institutionnel du territoire. Comme ça, on est sûr de faire un pilotage réel, local et dynamique en fonction des besoins et des aspirations de la population. Georges Combé, je suis bien content de vous avoir parce que vous êtes un des défenseurs, j'ai envie de dire, un peu posthume de l'exigence de Raoul Servat. Il parlait de sens du pays. Quand on entend Éric Oriolan, quand on entend Christian Lano, on a l'impression que nos politiques n'ont pas du tout le sens du pays. Mais ça, c'est l'évidence. Il faut pas chercher midi à 14h. S'il l'avait, on serait beaucoup plus loin que là où on est, on ne serait pas dans cette situation. Moi j'ai lu par exemple,
pour prendre un simple petit exemple, les communiqués du président du conseil régional ainsi que du conseil départemental, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ils attendent. Ils sont toujours en attente de quelque chose des gouvernants français, de l'État français. Ils attendent de voir si le prochain ministre des DOM fera ceci ou fera cela. Et pourtant, ce sont des gens qui ont voté pour la majorité, l'ex-majorité qui est là et qui a repris les rênes du pouvoir. Donc, ce sont des gens qui étaient en affinité avec Macron et ses amis. Et ils attendent. Alors, leur soutien, c'était quoi? Je crois que là, il y a un véritable problème. Et Raoul l'avait mis en évidence dans ce texte, c'est que il disait que les hommes politiques guadeloupéens, c'était des hommes de petite taille. Non pas au niveau de la mesure avec 1 mètre, hein, mais de petite taille politique. C'est-à-dire que leur compétence se bornait à gérer l'intendant. C'est-à-dire que c'était des gestionnaires de l'intendance qui peuvent venir là de temps en temps vous réparer une route, boucher des trous avant les élections, mais ça ne va pas plus loin. Ils n'ont aucune vision prospective de ce pays, ils n'ont aucune vision de l'avenir de ce pays. Ils sont le nez dans le guidon et ils obéissent aux ordres qui viennent de Paris. Ils se plient quelquefois de façon honteuse aux ordres venant de Paris, parce que j'ai déjà cité cet exemple. Lorsqu'il s'est agi de faire une communauté avec la ville de Bémaro, le président de région qui était maire à cette époque voulait faire une communauté regroupant Bémaro, Petit-Bourg et le Lamatin. Le préfet qui était à l'époque, qui était qui représentant de l'État, a dit non. Eh bien, qu'est-ce que le maire de Bémaro a fait? Il s'est couché tout simplement devant la décision du préfet, sans consulter sa population. Et les autres aussi ont suivi. Alors, vous croyez que c'est normal pour un responsable politique d'un pays? Ces gens-là ne sont pas responsables d'un pays. Ils ne se pensent pas comme ils se pensent comme ils disent, des politiques locaux. Ce sont des politiques locaux, élus politiques locaux. Voilà. Ils ne se mettent pas au niveau, ils se haïssent pas, parce que ça demande aussi une certaine ambition. Ça demande d'avoir un sens de son pays. D'accord? Ils ne se haïssent pas au niveau d'un homme d'État. Les hommes d'État, nous l'avons dans des petits pays à côté de nous. Hein. Oui. Que ce soit à Barbade ou ailleurs. Mais ce n'est pas dans leur esprit de se hisser à la hauteur de personnes, de personnalités comme ça. Ils préfèrent rester tout petits et rester dans les pas du colon français. C'est là le drame de ce pays. Ce sont des personnes qui n'ont aucun courage, d'accord, aucune audace. Parce que pour être un homme politique, dans le contexte actuel, dans le contexte mondial actuel, il faut avoir une certaine audace, il faut avoir du courage. Lorsqu'on n'a pas ça, eh bien, on se contente de gérer le quotidien. Bien, il est déjà 12h et pratiquement 13h. On va prendre la première pause. On se retrouve tout à l'heure. Je rappelle que nous sommes dans un débat sur quel avenir pour la Guadeloupe avec Christelle Nano, Éric Coriolan et aussi Georges Combé qui est en dehors de la Guadeloupe. Il est en France en ce moment. Et débat animé avec moi et avec, bien sûr, notre ami Iman News. On revient dans un instant pour la suite et la fin de ce débat. Premier débat de CCN dans le ZCM. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie du débat sur quel avenir pour la Guadeloupe avec Christelle Nano, Éric Coriolan, Georges Combé. Il nous reste à peu près 20 minutes pour avancer. On ne va pas dire conclure, puisqu'on n'aura pas tout dit. Ce n'est que premier débat sur cette question. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, puisqu'on a parlé des élus, entre guillemets, de conseil régional, conseil départemental, mais on a aussi des députés qui j'ai remarqué simplement que pendant, entre guillemets, la pause du gouvernement français, nos députés étaient totalement silencieux. Qu'est-ce qu'ils attendaient, à votre avis?
attendre un poste. Non, mais je suis sérieux. Hein. Oui. Moi, je sais, je ne vais pas dire les noms, mais je sais qu'il y a des gens Moi, qui... j'ai écrit qu'on va attendre un poste. Je sais pas, non, mais non, Moun, mais Oui, moi, entendre à parler tout seul. Moun, t'es qu'à monter et descendre pour t'apprendre un poste au ministère. On sait qu'il y a un Marocain. Ouais. Donc, non, c'est pas... Et encore une fois, chaque fois que je prends la parole, ou même d'autres gens comme Christelle, ou, qui ne sommes pas dans la mouvance politique générale des partis, c'est pour dire du mal, peut-être, de ceux qui sont en responsabilité. Mais c'est eux qui a cherché ça. Aujourd'hui, il y a véritablement, et Georges Combet le disait, un manque de courage politique, un manque d'audace aujourd'hui. Et nos députés s'inscrivent là-dedans. Les gens étaient silencieux parce que la période politique est frileuse pour eux. Il ne faut pas y trop parler. Il faut faire attention. Pas j'en sais, il va présenter parce qu'il y a quoi qu'une fois qu'ils auront ce ministère ou cette chose, ils pourront peut-être faire quelque chose pour la Guadeloupe. Je n'y crois pas un seul instant. Ils auraient pu aujourd'hui intervenir dans ces débats. Regardez ce qui se passe. Macron nous donne les pires des ministres que nous devons attendre. C'est-à-dire, il nous yon qui dit qu'il faut nous dire merci de la colonie. Il nous un autre qui dit nous, il faut piquer les autres. Des gens qui haïssent nous. C'est-à-dire qu'il y a qui dit c'est la vaccination obligatoire pour tous. Absolument. Et alors qu'en Guadeloupe, 80% de Guadeloupéens refusaient ça. D'accord? Un autre qui a dit qu'il faut dire merci pour la colonisation. Donc, enfin, bon, il n'y a pas que ça comme ministre. À l'intérieur et au premier ministre, nous avons des gens dont on ne peut pas dire qu'ils portent la Guadeloupe dans leur cœur, et il n'y a pas Guadeloupe rapporté non plus. Donc, ça n'est pas nous. C'est-à-dire que c'est des histoires qui sont très, très loin de nous. Et il y a plein de sujets sur lesquels notre classe politique, y compris les députés, pourrait agir. C'est une question de négociation, une question de rapport de force au niveau où ils sont, au niveau parlementaire. Dossier de géothermie, par exemple, en Guadeloupe. On va attendre pour monde en politique qui apprend dossier là, accompagner les frères Bougré. Alors, j'ai pas de jugement, j'ai pas approfondi le dossier, mais j'entends ce que fait Gérald. Ils se battent, les Bougré. Les Bougré se battent, mais qui politique et Kaidio, conseil régional, député, les politiques locaux, comme on dit, il y a une ouverture, il y a une voix qui se porte sur cette histoire. Alors qu'on a un en ce moment. En plus, nous n'y avons pas pour la géothermie. La géothermie, bon, d'ailleurs, je vais prendre un exemple. En 2017, il y a une étude qui est sortie montrant que l'outre-mer rapporte à la France 270 milliards d'euros. 14% du PIB de la France rentre directement dans l'économie. 40% du PIB de la France viennent de ces possessions ZEE, zones économiques exclusives, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, enfin toutes les colonies, tout partout était colonisé. Ça a rapporté, ça cache son attribution de 14% du PIB. J'ai alerté un certain nombre de politiques là-dessus. Enfin, alerté. J'ai informé. Certains m'ont dit, on ne savait pas. Il y en a qui disent, on s'est rendu compte de ça. Mais quoi? Et après, et la France vient dire, dis merci pour ça, Ikaba, et on va accepter ça. La France va dire, voilà ce que je propose comme autonomie. Dites oui, sinon je ferme la porte. Non, il faut pouvoir expliquer à la France qu'aujourd'hui, si elle brille, alors Servat de temps en temps dit ça, mais dans l'esprit français, la France est le pays où le soleil ne se couche jamais. Mais là nous dit ça, qu'elle nous dit après. Il faut aujourd'hui pouvoir, au niveau politique local, discuter pied à pied avec la France pour lui expliquer quand il y a dit donc Alba c'est des quickinis. Donc c'est une négociation, c'est une affaire. La France c'est affaire qui a fait affaire. C'est affaire qui a fait affaire. Ça a rapporté 270 milliards d'euros par année. Dernier ces possessions là-bas par les Yankees de la Guadeloupe. Et je reviens même pas sur l'économie de l'esclavage que ça a pu porter comme enrichissement à la France. Donc comment aujourd'hui on peut entendre des voix en Guadeloupe qui disent ah oui mais bon il faut nous dire mais si qu'est la France là. Non, il faut nous discuter. Faut nous dire la France dans le calendrier là, nous comprenons qu'il y a un problème. Nous comprenons tout à fait que vous ayez des problèmes économiques aujourd'hui. L'argent n'est plus ce qu'il était dans votre porte-monnaie avant. L'Afrique j'ai acheté. Bon, on comprend tout ça parce que nous Français quelque part nous voyageons l'eau en France, nous avons des liens privilégiés avec Colon Lassa, qui c'est la France. Donc nous pouvons discuter avec eux, mais pas dans un rapport de soumission comme ça se fait. Aujourd'hui, je suis désolé, je le répète, mais lorsque on vient nous pondre l'autonomie selon l'Europe comme une avancée pour la Guadeloupe, je dis non. Je dis non. J'aurais préféré que M. Losbar et M. Chalus, on va mettre les deux,
principaux représentants des collectivités ici, entament et lancent une vaste campagne de consultation des populations, demander au peuple guadeloupéen quels sont les points sur lesquels il faut agir pour le bien de la population dans un premier temps, quels sont les points qu'il faut négocier vis-à-vis de la France pour inclure ça dans le calendrier du statut. Il faut évoluer. Mais avec quel calendrier? Non, on prend un calendrier qui sort du SIOM d'ailleurs, le SIOM qui est dicté par la France. Ici, ils ont imposé une évolution. Ça ne peut pas être ça. Et ils vont nous le marteler à coups de médias. Vous voyez que Boué est à mon avis ça. Et je vous dis, la crise qui est en train de se pointer là, j'ai très peu de chances de me tromper. Vous verrez qu'à la sortie, la première proposition qui sera faite de sortie de crise, ça sera l'autonomie. Dire, bon, il y a la crise, il y a le feu en Guadeloupe et en Martinique, eh bien, prenez l'autonomie. Non, alors, sans moyen. Sans moyen. Non, débrouillez. C'est-à-dire que, vous ne pas content, j'ai jamais engagé, débrouillez. Par contre, allez chercher l'argent pour débrouiller vous-même. Christelle, comment vous voyez un petit peu, en dehors de la casse politique dite locale, ceux qui sont dans les assemblées françaises? On n'a même pas parlé de Victorine Lurel, on n'a pas parlé des sénateurs, Théophile et compagnie. Ils étaient totalement silencieux pendant pratiquement 80-60 jours. Oui, je pense sûrement, effectivement, comme disait Eric, qu'ils étaient en train d'attendre forcément avec une opportunité, sauf pour avoir discuté avec un sénateur il y a quelques années de ça, qui m'avait dit, bon, la politique c'est ça, c'est que de l'opportunisme, tu vas là où l'herbe est la plus verte. Donc j'ai entendu son discours, son point de vue, très bien, mais bon, personnellement je ne le partage pas. Je ne pense pas que l'autonomie proposée par la France hexagonale puisse être une solution pour la Guadeloupe, parce que tout simplement tu peux pas... Quand tu n'es pas ancré en Guadeloupe, quand tu n'es pas guadeloupéen et quand tu ne vis pas les problématiques de la Guadeloupe et que tu n'as pas la Guadeloupe dans le cœur, tu ne peux pas être force de proposition qui convienne à la population. Je ne pense pas non plus que la population soit en mesure de donner spécifiquement son avis et de dire clairement ce dont elle a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on a une grande partie de la population qui est en difficulté. Et lorsqu'on a la tête dans le guidon et qu'on ne gère que le quotidien, c'est difficile de demander aux Guadeloupéens qu'est-ce qu'il vous faudrait pour l'avenir, qu'est-ce qu'il vous faudrait, comment est-ce que vous voyez la Guadeloupe, comment est-ce que vous pouvez vous projeter dans un avenir, alors que beaucoup de Guadeloupéens demandent à leurs enfants aujourd'hui de partir, faire des études et même de ne pas revenir parce que la Guadeloupe ne peut rien faire pour eux. Donc en fait, on a ce besoin viscérale de faire changer les choses, mais on va revenir toujours sur ce même sujet parce que de toute façon la solution elle reste toujours la même et il faut changer les personnalités politiques. Il ne faut pas avoir de bons gestionnaires parce qu'on a déjà des fonctionnaires pour gérer, il ne faut pas de bons gestionnaires politiques, il faut des ambitieux, courageux qui apportent un projet. Il faut que celles et ceux qui réfléchissent, celles et ceux qui ont des propositions à formuler se rassemblent et disent à la population qui est demanderesse et qui attend qu'on lui fasse une proposition: voilà ce qu'on propose. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a missionné des gens pour faire le tour des territoires, pour aller récupérer nos doléances. Et donc, au final, pour que ce soit ces personnes qui vont écrire à notre place notre projet de société. On marche sur la tête totalement. C'est une aberration de demander aux autres de décider de l'avenir qui nous conviendrait le mieux, alors qu'on est là et qu'on est en capacité de le faire. Certes, toutes les personnes qui parlent aujourd'hui ne sont pas capables de le faire. Certes, toutes les personnalités politiques qui sont en poste, qui ont un mandat, ne sont pas en capacité de le faire. C'est pour cette raison qu'il faut aller chercher au sein du reste de la population qui propose quoi. Aujourd'hui, la politique sur notre territoire et les politiciens surtout, aux yeux de la population, et ça, il faut aussi que ce regard-là change, il n'y a pas assez d'exigences. On ne demande pas suffisamment des comptes. On ne demande pas aux personnes concrètement, si je vote pour toi, tu vas faire quoi pour la Guadeloupe? On est plutôt dans une dynamique, et on voit ça dans tous les débats télévisés, à chaque fois qu'il y a une élection, où les gens sortent toutes les casseroles qu'ils ont cumulées sur X ou Y. On ne fait que de la critique, du mépris. On rabaisse les gens pour pouvoir chercher à s'élever, au lieu d'être force de proposition et de parler de façon concrète de voilà quel problème, voilà ce que je ferai. Si c'est pas suffisant, eh bien, on va chercher des informations plus largement. J'en ai parlé dans mon livre, ça aussi. Où est-ce qu'on va chercher? Auprès de quelles personnes on va aller chercher les différentes solutions? Il faut qu'on ait des guides pour les personnalités politiques et on peut pas les chercher à l'extérieur du territoire de la Guadeloupe. Donc, il y a des gens ici qui sont capables de réfléchir. Il faut les rassembler, il faut les consulter. Il y a eu une consultation qui a été faite effectivement avant le congrès des élus, mais qui n'était pas suffisamment large parce que finalement, on a consulté que ceux qui sont déjà dans des partis politiques ou ils ont des... Ou des experts. Oui,
sénateurs. mais ils ont des avis qui sont déjà connus, qui sont déjà formés. Et si leur avis n'a toujours pas pris, c'est parce que il n'y a pas eu derrière une force, une explication auprès de la population pour soutenir ces idées-là. Donc, tant qu'on n'ouvre pas et qu'on ferme au contraire pour que juste un petit club soit toujours dans la boucle de décision et qu'on entende toujours les mêmes voix, on ne va jamais avancer davantage. Oui, oui. Je vais vous dire, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, ils n'ont pas le sens du pays, ils ont le sens des urnes, le sens des élections. Et je vous dis une chose, tout ce qui s'organise derrière le calendrier français, parce que là, aujourd'hui, cette autonomie, c'est le calendrier français, puisque l'Europe impose à Macron cette évolution, cette démarche-là. Ça, il n'a qu'à préparer là, c'est l'élection régionale. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tous ces rassemblements, ce regroupement de personnes, c'est dans un but électoral, puisqu'en 2028, je crois, il y a des élections régionales. Conserver le pouvoir avec les mêmes, et s'il y a autonomie, conserver le pouvoir dans le cadre de cette autonomie. Les mêmes, on recommence. Change pas une équipe qui et donc, sans avoir le sens du pays, ils ont quand même le sens électoral, parce que lorsque des gens comme moi vont venir s'exprimer, ils vont dire, encore là, on va faire 3% aux élections. Bon, on fait 5%, puis 5% l'autre fois aux législatives. Mais on aura dit, bon, on ne va pas voter bas, parce qu'il y a fait 40%. Parce que ils vivent comme ça, ils vivent en arrosant, en s'organisant pour avoir un petit électorat réservé autour d'eux, et ils s'en fichent de l'abstention. 30% de la population. 30% de la population qui participe, mais 70% qui va voter. Voilà. Et donc, c'est comme ça, malheureusement, qu'ils ont le vent en poupe. C'est pour ça que j'appelle les gens, ça n'est pas la panacée. Je pense que ça n'est pas les élections, et gagner les élections ne sont pas la fin ultime, mais j'invite toujours les gens à aller s'exprimer, à bousculer, à faire changer les rapports de force dans les urnes, pour qu'ils commencent à voir que les abstentionnistes pensent également de leur côté que ce qui se passe n'est pas bien. Question. Alors, on parle beaucoup de vision politique, de manque de leader. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnalités qui pourraient émerger, et où est-ce qu'on peut les trouver, en fait? Georges, tu as entendu la question? Juste deux mots, vraiment. En proposition, en fait. Allez, vous voulez. Allez, d'accord. Bon, alors, s'agissant des parlementaires, alors, il y en a ceux qui sont affiliés au Parti socialiste, disons, à des partis politiques, des partis politiques représentés à l'Assemblée ou au Sénat. On a les socialistes, hein, d'accord, Baptiste et Califère. Bon, eux, ils sont dans le nouveau Front populaire, ils attendent les directives, ce qui est décidé, et en particulier par les socialistes. Donc, c'est normal, hein, ils sont comme les autres, ils attendent, d'accord. Bon. Les deux autres députés, j'ai suivi un peu avec intérêt leur évolution pendant la situation de confusion, ce que j'ai appelé l'obscur. C'était un peu limite, parce qu'ils n'étaient pas forcément contre une sorte de gouvernement de cohabitation, parce que le groupe Lyot, il y a un peu de tout, hein. Ça va à l'intérieur même de Lyot, il y a de la bonne droite, hein, parce que j'ai entendu un représentant de Lyot, pour moi, j'aurais un Corse, je crois, il n'y avait pas de différence dernièrement avec les LR, hein. Donc, si peut-être Macron avait tendu une perche qui était prenable, je ne doute pas qu'il ne l'aurait pas pris. Bon, enfin, finalement, ils sont restés en dehors, mais ils ne se sont pas trop bouillés. Mais il m'a semblé entendre une déclaration de Lyon, je ne sais pas si c'est Olivier Servat ou Mathias Jean, qui disait, ouais, il faut essayer d'arranger les choses, de trouver une cohabitation, etc. Bon, alors, ne parlons pas de Théophile, puisqu'il est à Renaissance. Donc, à Renaissance, et il suit Renaissance. Alors, oui. Dans ce cadre-là, moi, j'aurais une proposition à faire directement à un sénateur qui a quand même de l'expérience, qui a été ministre. Et cette proposition, je l'aurais faite un peu en comparant avec ce que Aimé Césaire avait fait en 1940. Oui. Et Aimé Césaire avait été un père de l'os, justement, de la départementalisation. N'est-ce pas? Eh bien, j'aurais proposé à ce sénateur, d'abord, en l'occurrence, il faut le nommer, Victorien Duel, pour que son nom un peu reste dans l'histoire de la Guadeloupe, de prendre le chantier, justement,
de la mise en place de pouvoirs politiques en Guadeloupe. Oui. C'est-à-dire, voilà. Donc, d'acter la fin de la départementalisation et d'avancer vers la véritable prise en main de pouvoirs politiques. Alors, je rappelle que, pour un peu nuancer le propos de Nérico Yola, que le mot autonomie, ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. En particulier, je ne sais pas si vous vous souvenez, que François Fillon, qui était Premier ministre de Sarkozy, était venu sur le marché de Pointe-à-Pitre et avait lancé ce mot d'ordre qui était sorti en gras et en gros dans le quotidien régional, soyez autonomes. Et certaines politiques, et en particulier au niveau des collectivités majeures, l'autonomie à laquelle ils pensent, qui est un peu celle du pouvoir exécutif, c'est une autonomie de gestion, hein, c'est une autonomie administrative, ça n'a rien à voir avec une autonomie politique, allant dans le sens d'une véritable décolonisation. Alors, il faut quand même faire attention à l'usage que l'on peut faire de ce terme. On peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Ça peut n'avoir rien à voir, d'accord, avec une authentique décolonisation qui ouvre la perspective de la souveraineté. Parce que, quoi qu'on dise, l'histoire n'est pas écrite définitivement. C'est vrai que dans les années 1960, lorsque certains départementalistes disaient que de toute façon, la Guadeloupe est française à jamais, personne ne connaît le déroulement de l'histoire. Personne ne peut dire ce qui peut advenir par la suite. Nous ne serons pas là pour voir ce qui peut se passer. Donc l'histoire n'est pas éteinte. Il faut bien se le dire. Bien, alors, donc, oui, oui. Je voulais revenir avec vous, puisque on va peut-être terminer dans 6 à 7 minutes, sur des problèmes bien concrets. Problème de la santé, problème de l'agriculture, parce qu'en fait, on est dans une question de vie chère aujourd'hui, mais finalement, la vie chère, c'est pas seulement l'alimentation, il y a d'autres problèmes. Quand il y aura dit, on pièce à voiture en Guadeloupe, qui a coûté plus cher en Guadeloupe, et pas seulement ça. Donc la vie chère, c'est pas seulement l'alimentation. Problème de l'agriculture, de la santé, problème de l'éducation, parce qu'il manque des professeurs. J'ai reçu ici tous les professeurs, tous les syndicats enseignants. Chaque année, c'est la même chose. Donc, en réalité, je vous pose la question, le débat, c'est quel avenir pour la Guadeloupe? Qu'est-ce qui marche en Guadeloupe? Qu'est-ce qui fonctionne, messieurs et dames? La consommation, qu'est-ce qui fonctionne? La consommation, oui. La consommation fonctionne. Non, je vais y aller, mais je vais commencer. Bon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui marche. Qui fonctionne dans ce pays-là. La vie chère, alors je prends bien le temps de poser les choses, c'est surtout un problème de pouvoir d'achat. Ouais. Ce sont deux notions un peu distinctes, mais je pense que dans le cas de la Guadeloupe, des Antilles en général, c'est vraiment ce problème de pouvoir d'achat. Intégrer une lutte politique dans ce cadre-là, ça a été fait un peu en 2009, mais c'est différent en 2009. En 2009, il y avait cette espèce de protestation contre la vie chère, mais il y avait il y avait tout un programme pratiquement politique qui était intégré, qui accompagnait les revendications du LKP. Aujourd'hui, on est dans une manifestation quelque part pour être mieux intégré à la France et être mieux consommateur de la France. C'est-à-dire, nous les moyens d'acheter ça qu'avant de nous. Voilà. Au passage, si vous pouvez réduire sur l'image de ces gars-là, faites-le. Donc, on n'est pas dans un projet de société, on est sur vraiment du quotidien, la vie chère, qui sous-tend d'autres questions. Je pense que les acteurs, très certainement, je ne vais pas leur faire le mépris de ne pas avoir pensé que derrière, le problème est beaucoup plus costaud que ça. Donc, il y a un problème de vie chère. Personne ne veut agir là-dessus. Et quand on parlait de la classe politique locale, je prends un exemple. Permettre aux ménages d'avoir des moyens supplémentaires, de payer un certain nombre de choses moins chères. On va revenir sur le carburant. En 2009, le LKP avait négocié avec le Venezuela
pour introduire la Guadeloupe dans Petro-Caribé, ce qui faisait on pouvait acheter l'essence à vraiment pas cher. 60 centimes. 60 centimes. Regardez le prix au Venezuela ou même chez nos voisins caribéens. Il a été répandu. Même à Saint-Martin, l'essence est moins chère. Bien sûr, mais il n'y a qu'à voir à Saint-Martin commencer. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont en partie française vont faire le plein en partie hollandaise. C'est la preuve qu'il n'y a pas de problème technique. Et à l'époque, je me souviens pour avoir discuté avec Elie Domota, parce qu'il était au fait de ces choses-là, des négociations, le Venezuela avait répondu qu'il n'y avait aucun problème. Il pouvait nous livrer du pétrole, enfin du carburant, aux normes européennes. Non, mais la France préfère affréter des pétroliers qui sortent de Norvège et venir ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté. Que la France n'ait pas de volonté parce qu'elle est dans une position néocoloniale ou même coloniale encore aujourd'hui, et une question de rente économique et financière, mais qu'elle nous en Guadeloupe, que nos responsables politiques, je parle de tout l'ensemble du corps politique, ne prennent pas par exemple ce dossier-là qui ferait une économie. Ça ferait un pouvoir d'achat supplémentaire pour les Guadeloupéens en baissant le prix du carburant. Ça baisse également le prix du coût de l'électricité, en travaillant sur l'hydrogène, sur la géothermie et le solaire et la réduction du coût du pétrole. On peut influer sur le pouvoir d'achat. Mais rien n'est fait. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas dans un débat. J'en ai marre d'entendre ces débats sur le statut. Et il y a un débat à avoir sur de la verticalité, de l'audace et du travail pour réparer véritablement l'existant en travaillant sur une avancée avec un programme, avec un calendrier vers, je dis, quelque chose que nos enfants choisiront, qui sera une pleine souveraineté de la Guadeloupe, parce que l'échec est flagrant. Et tous les corps constitués, même les gens qui sont dans l'économie, les patrons de Jarry, là, ils se rendent bien compte aujourd'hui qu'ils vont vers un mur. Donc, tous ceux qui pourraient se sentir bien dans ce système, bénéficier de rentes, bénéficier de choses, on va vers un système de blocage. On arrive vers un mur et je trouve qu'il y a une certaine paresse intellectuelle de la part de la classe politique existante aujourd'hui qui fait des congrès, mais avec des gens qui pensent comme eux, mais qui oublie totalement qu'on doit agir pour faire en sorte que la majorité de la population guadeloupéenne puisse trouver les moyens de vivre dans ce système-là pour choisir mieux après. Qu'est-ce qui fonctionne bien, selon vous? Pas grand-chose. Je ne saurais même pas faire exactement la liste de ce qui fonctionne, parce que même si on pourrait dire que l'économie fonctionne, c'est vrai et faux en même temps, parce que dans l'économie, il y a différents secteurs, tous les secteurs... Même puisqu'on consomme de toutes les façons aussi bien des biens que des services. Donc, dans toute la consommation, il y a des secteurs qui s'en sortent mieux et d'autres moins bien. Il y a un manque de moyens, il y a un manque de considération de l'économie, il y a aussi un manque de compréhension de ce que l'économie, c'est à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'on met souvent en opposition le monde du social et de l'économie, alors que l'un est dépendant et tributaire de l'autre. S'il n'y a pas d'hommes pour travailler et donc pour apporter le capital humain à la création de l'entreprise et au fonctionnement de l'entreprise, elle ne peut pas fonctionner et donc créer de la richesse. Et s'il n'y a pas non plus de capitaux financiers, on ne peut pas non plus investir, acheter du matériel et faire tourner les entreprises. Ces deux capitaux, il faut qu'on arrête de les mettre en conflit. Ces deux univers, le social et l'économie, doivent arrêter d'être aussi en opposition et en conflit. Il faut qu'on crée une organisation dans laquelle tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Il faut aussi qu'on investisse davantage, parce que nous avons besoin de création de nouvelles entreprises pour créer des emplois. Et donc, quand on crée des emplois, on règle ce problème de « je n'ai pas assez d'argent pour vivre au niveau auquel la société est actuellement ». On règle les problèmes de « j'ai besoin de me loger dans un logement plus décent, mais je n'ai pas les moyens de déménager ». On peut régler beaucoup de problèmes dès lors où on s'occupe de cette économie, dès lors où on s'occupe des personnes de façon plus concrète. Et il faut donc un projet, une vision de développement de la société qui aujourd'hui n'est pas portée, qui n'existe pas. On est, comme on l'a dit déjà depuis le début de ce débat, dans du bricolage, j'arrange un petit peu à droite et à gauche certaines choses, mais il n'y a pas de projet concret et durable. Lorsque j'ai écrit cet article, j'ai bien mis les chiffres de l'économie qui sont chaque année en train de diminuer, alors que dans la vision que je porte, en tout cas personnellement, et que j'ai partagé dans mon livre, on a une autonomie fiscale, une autonomie qui nous permet d'injecter davantage sur notre territoire, d'accompagner plus fortement les porteurs de projets et pas se contenter de donner de l'argent seulement à ceux qui en ont déjà, mais aussi à ceux qui ont de bonnes idées mais qui n'ont pas forcément les moyens. Il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on s'accompagne les uns les autres afin de faire évoluer déjà
déjà notre territoire d'un point de vue économique. Plus tard, ce serait bien aussi d'un point de vue institutionnel et statutaire, parce que de toutes les façons, il faudra passer par là pour avoir la mainmise et un pouvoir décisionnel final qui nous appartienne concrètement et qui va durer dans le temps. Il y a énormément de choses à faire, beaucoup de chantiers, beaucoup de travaux, mais il faut juste avoir aujourd'hui le courage de le lancer. Pour répondre à la question de Madame tout à l'heure, malheureusement, aujourd'hui en Guadeloupe, toutes celles et ceux qui portent des idées, toutes celles et ceux qui ont quelque chose d'intéressant à dire, on cherche continuellement à les museler. Il est rare, et d'ailleurs, je peux encore remercier Dani, qui c'est la deuxième fois depuis la sortie de mon livre qui m'invite sur son plateau. Il est rare qu'on puisse avoir une opportunité d'une couverture médiatique pour aller un peu plus loin, pour porter des idées, des propositions concrètes. Tous ceux qui veulent pas rentrer dans le moule, généralement, on tape dessus, on leur ferme les portes et on les empêche d'avoir justement cette visibilité qui est impérative pour faire évoluer déjà les idées des gens avant de faire changer leur posture et leurs actions. Georges, ça va être toi à faire la conclusion, le dernier mot, puisqu'il est pratiquement 13h30. Oui, alors très rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un pays qui vit et qui connaît autant de difficultés, il faut quand même avoir cet esprit de nuance pour dire que il y en a quand même qui tirent leur épingle du jeu. D'accord ? C'est vrai, la situation est difficile. Mais il y en a qui, malgré tout, malgré les problèmes de grève à EDF, malgré les problèmes d'eau, ils ne connaissent pas tout ça. J'en suis persuadé. Donc le problème aussi auquel il faut prêter attention, ce sont les inégalités qui ne cessent de s'accroître, de s'approfondir. Il y a des catégories qui sont en très grande difficulté. Il y a des gens qui vivent dans des habitats insalubres. Il y a des gens qui ont du mal à se soigner. Il y a des enfants qui sortent de l'école sans qualification, sans diplôme. Et sans qualification et sans aucun diplôme, quelle formation ils peuvent suivre? Donc, ils sont là, au pied des cités, au pied des immeubles. Ils cherchent un petit boulot, un petit job. Et souvent, ils sont happés par les trafics de toutes sortes et ils sont sujets à la violence, par exemple. Donc, c'est ça aussi le quotidien de pas mal de familles, de pas mal de Guadeloupéens. Donc, c'est sur ces questions-là qu'il faut pouvoir trouver des réponses certes ponctuelles, des réponses immédiates, mais aussi penser le long terme. Et c'est à ce travail quand même demande beaucoup de patience, il demande beaucoup de persévérance pour convaincre les gens, pour pousser les gens à s'organiser, à trouver des leviers. Je crois que la grève de 2009, quand même, elle a eu ce type de positif, elle a permis aux Guadeloupéens de prendre conscience de ressources, en particulier de ressources agricoles, et on a vu des gens se lancer dans l'agroalimentaire, d'essayer de développer des cultures. Donc je pense que même dans un cadre contraint, qui est celui dans lequel nous nous trouvons, on peut activer des leviers. Mais il faut aussi développer des vertus, comme la solidarité, comme l'unité. Je crois que nous avons un grand besoin d'unité pour faire les pas qui sont nécessaires pour nous permettre justement de prendre en main notre destin. Merci Georges, merci Christelle, merci Eric. Bien évidemment, il y a encore 10 000 choses à faire pour qu'il y ait d'autres débats. De toute façon, on sait que nous commençons. Donc il y aura d'autres débats sur d'autres questions plus précises. Là, on a fait le général. Et puis il faudra un jour débattre sur les questions de santé, très importantes en Guadeloupe. Question d'agriculture, on va parler tout à l'heure avec monsieur Bandou, qui est notre invité. Et aussi, puisque je vous donne une information que vous n'avez pas, je crois que le Conseil général et le Conseil régional sont en train de réfléchir en ce moment sur une loi organique. Voilà, c'était la dernière information de ce premier débat. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Georges depuis Paris. Merci Eric et aussi Christelle. Puis Christelle, on attend la suite du livre. Oui, il faut nuancer. Voilà, 13h34, on a pris un petit peu de retard, mais nous, on va le rattraper. On va tout de suite, après la pub, recevoir nos prochains invités et puis faire un petit point sur l'actualité avec Iman. À tout de suite.